Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je reviens ici donner une suite au programme Kadiaka Révision qui, faut-il le rappeler, n'a pas pour ambition de remplacer les cours que vous recevez dans les amphithéâtres. Mais c'est seulement un moyen pour vous permettre d'être en contact permanent avec la matière pharmacologique. Moi, pour les gens qui viennent de me découvrir, qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, je suis pharmacien de profession et votre serviteur de tous les jours. Et pour me permettre de mieux vous servir, donc vous commencez d'abord par liker la vidéo, le pouce tourné vers le haut. Et n'oubliez pas aussi, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube Dr Kadiaka TV. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être édifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je m'en vais faire un petit récapitulatif oral donc, concernant le système nerveux autonome qu'on a présenté comme étant constitué du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Donc pourquoi je le dis? Parce que dans nos enseignements, nous avons dit que le système nerveux autonome, les composants du système nerveux autonome vont fonctionner de manière quasi antagoniste. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je reviens ici pour faire la récapitulation un peu des effets physiologiques obtenus après stimulation de l'un ou de l'autre. Donc concernant le système nerveux sympathique, nous avons bien dit que nous nous sommes limités à voir des effets au niveau de l'appareil cardiovasculaire, au niveau des bronches et de l'utérus. Maintenant, sur l'appareil cardiovasculaire, la stimulation du système nerveux sympathique va se traduire par une augmentation de la tension artérielle. Donc c'est ce qui fera dire que le système nerveux sympathique est cardio-accélérateur. Sur les bronches et sur l'utérus, donc la stimulation du système nerveux sympathique va se traduire au niveau des bronches par une bronchodilatation et au niveau de l'utérus par une utéro-relaxation. Maintenant, si nous faisons un parallélisme avec le système nerveux parasympathique, donc sur l'appareil cardiovasculaire, la stimulation du système nerveux parasympathique va se traduire par une cardio-inhibition et une cardio-modération qui sera caractérisée par une diminution de la tension artérielle. C'est ce qui fera dire également que le système nerveux parasympathique est cardio-modérateur ou cardio-inhibiteur. Par contre, sur les bronches, nous allons enregistrer une bronchoconstriction et une contraction de l'utérus. Et c'est ce qui fera dire également dans la littérature que la bronchoconstriction qui va caractériser un peu la maladie asthmatique est un réflexe d'origine cholinergique. Pourquoi? Parce que l'acétylcholine, en tant que médiateur endogène du système parasympathique, sera responsable de la bronchoconstriction au niveau des bronches, de la bronchoconstriction de l'asthmatique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc nous n'allons pas simplement nous limiter ici concernant le système parasympathique. Nous sommes également intéressés à d'autres organes, à savoir les glandes, la fibre musculaire lisse, mais également nous sommes intéressés également à l'œil et nous sommes intéressés également à l'appareil urinaire avec la miction. Et nous avons dit qu'au niveau de l'œil, si vous stimulez le système nerveux parasympathique, donc on va avoir un myosis, et le myosis était la contraction du sphincter ilien qui favorisait l'évacuation de l'humeur aqueuse. Par contre, si vous stimulez le système nerveux sympathique au niveau de l'œil, donc vous allez enregistrer une mydriase qui est une dilatation exagérée de la pupille. Donc, la mydriase est le contraire un peu du myosis. Et sur les glandes, donc si vous stimulez le système nerveux parasympathique, donc via l'acétylcholine, toutes les glandes sont augmentées. Donc via l'acétylcholine, toutes les glandes sont augmentées. Donc c'est pourquoi quand vous donnez à quelqu'un un médicament qui bloque l'acétylcholine, c'est-à-dire un anticholinergique, donc chez cet individu, il peut manifester par exemple une sécheresse de la bouche. Pourquoi? Parce que si vous donnez un médicament qui bloque l'acétylcholine, les glandes salivaires, au même titre que toutes les autres glandes, vont s'assécher.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc nous avons également parlé un peu qu'au niveau de l'œil, l'acétylcholine va permettre l'évacuation de l'humeur aqueuse. Pourquoi? Parce que du fait du myosis, le myosis va favoriser l'évacuation de l'humeur aqueuse, dont l'accumulation au niveau de l'œil va contribuer à augmenter la tension intraoculaire. Donc c'est pourquoi les médicaments qui vont bloquer l'acétylcholine seront contre-indiqués chez les glaucomateurs. Et d'autres choses également, nous avons dit que au niveau de l'appareil urinaire, l'acétylcholine va favoriser l'évacuation des urines. Donc chez les individus qui souffrent d'adénome de la prostate, d'augmentation du volume de la prostate, donc ces individus vont parvenir à uriner un temps soit peu. Pourquoi? Parce qu'ils le doivent à leur acétylcholine. Donc chez ces individus qui souffrent d'adénome de la prostate ou de cancer de la prostate, il ne sera pas également indiqué d'utiliser des médicaments qui vont bloquer l'acétylcholine. Donc la transition est trouvée pour parler un peu de terminologie, parce que aussi bien en parcourant le système sympathique que le système parasympathique, il y aura un certain nombre de termes qui vont vous permettre un peu de mieux comprendre et lire les notices des médicaments pour mieux maîtriser les propriétés de certaines substances pharmacologiques. C'est ainsi que, concernant le système sympathique, nous avons dit que toutes les substances ou tous les médicaments qui vont reproduire les mêmes effets que les médiateurs du système nerveux sympathique, à savoir la noradrénaline et l'adrénaline, donc seront appelés des sympathomimétiques ou des stimulants adrénergiques ou des adrénergiques ou des agonistes adrénergiques. Donc tous ces termes vont à peu près signifier la même chose et vont désigner des médicaments qui vont reproduire les mêmes effets que les médiateurs naturels du système nerveux sympathique. Donc par contre, les médicaments qui vont bloquer le système sympathique, on va les appeler des sympatholytiques. Pourquoi lytiques? Parce qu'ils viennent couper le système sympathique. Donc on va les appeler des sympatholytiques, et parfois vous allez entendre parler d'antagonistes plutôt adrénergiques. Donc ici, les médicaments ou les substances qui vont reproduire les effets contraires à ceux provoqués par les médiateurs naturels du système nerveux sympathique seront appelés des sympatholytiques. Donc concernant le système parasympathique, donc tous les médicaments ou toutes les substances qui vont reproduire les mêmes effets que le médiateur endogène qui se trouve être l'acétylcholine, nous allons dire que c'est des cholinergiques ou des stimulants muscariniques. Mais un autre terme également qui sera utilisé pour désigner ces substances ou médicaments qui vont reproduire les mêmes effets que l'acétylcholine est le terme de parasympathomimétique. Donc ce qui mime le système va reproduire la même chose que le médiateur endogène. Par contre, parfois aussi, en dehors de parasympathomimétique, vous allez entendre parler de stimulants muscariniques. Des stimulants muscariniques, ça veut dire que ces médicaments vont au même titre que l'acétylcholine ou la muscarine ou la pulcarine ou la pilocarpine seront capables de stimuler les récepteurs muscariniques. C'est pourquoi on parle de stimulants muscariniques. Par contre, les médicaments ou les substances qui vont bloquer l'effet de l'acétylcholine, nous allons les appeler des anticholinergiques. Nous allons également pouvoir les appeler des parasympatholytiques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent bloquer l'effet de l'acétylcholine. Et parfois, vous allez entendre parler aussi d'antagonistes muscariniques. Donc tout ça, ça va dans le sens de bloquer le système parasympathique qui est médié par le médiateur endogène qui se trouve être l'acétylcholine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc voici de manière très résumée une explication qui justifie le fait, notre affirmation au départ, quand on disait que les deux systèmes sympathiques et parasympathiques vont fonctionner de manière quasi antagoniste. Mais ici, il faut remarquer une chose. Chez l'homme, au cours de l'acte sexuel, ce ne sera pas un antagonisme pur et dur, mais ce sera plutôt une complémentarité. Pourquoi? Parce que nous avons vu que l'érection, qui est quand même un préalable à l'accouplement, parce que c'est l'érection qui va permettre un peu la rigidité du pénis.
et cette rigidité du pénis va permettre un peu l'acte de pénétration. Et cette érection-là est sous la responsabilité du système parasympathique, alors que l'éjaculation qui va ponctuer un rapport normal, donc lui, l'éjaculation, une éjaculation plutôt, elle, sera sous la responsabilité du système sympathique. Donc je répète, l'érection est sous la responsabilité du système parasympathique, alors que l'éjaculation est sous la responsabilité du système sympathique. Donc ici, ce n'est pas un antagonisme pur et dur, mais plutôt une complémentarité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça a été encore un plaisir de revenir ici pour partager avec vous. J'ai hâte de vous retrouver très vite et très bientôt pour encore parler de pharmacologie dans le programme Kadiaka Vision. Merci à vous et à très bientôt.